On est bon. Oups. Bonjour à tous. Je suis Éléonore Blondeau, présidente et cofondatrice du collectif Startup Industrielle France. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce dernier jour de 4 jours très intenses sur le village Startup de Global Industries afin de parler des freins et leviers de l'amorçage industriel. Puisqu'effectivement, c'est un peu la conclusion de ces 4 jours. On a abordé le sujet du financement, du foncier, des compétences, de la réglementation. Et finalement, on voulait une table ronde qui puisse être la conclusion de cette belle semaine pour échanger sur les freins, mais surtout sur les solutions. Quelles sont les solutions que les entrepreneurs ont trouvées pour surmonter ces difficultés et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que l'écosystème développe pour aller encore plus vite et plus loin dans le développement de leurs projets. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elena Jérôme, CEO et cofondatrice de Saphir, Fanny Deléage, CEO et cofondatrice de La Tannerie Végétale. Nous avons un petit changement de programme et pour remplacer Émeric Libaud, nous avons Raouf Medigmag, CEO de Recyclelite et enfin Philippe Hérault, directeur marketing et commercial de Start2Prod. Donc, je laisse donc la parole à Elena pour se présenter. Très bien, merci beaucoup. Donc moi, c'est Elena, CEO et cofondatrice de l'entreprise Saphir. Donc nous, on est une jeune entreprise deep tech et industrielle qu'on a fondée à Lyon il y a 3 ans. On développe des technologies audio et radio au service de l'audition des individus. Alors notre premier produit, c'est un système de communication qui s'appelle Louis et qui va venir se connecter sur toutes les protections auditives qui existent et qui va permettre aux ouvriers des usines de communiquer dans le bruit et de rester protégés des risques auditifs. Donc on vient protéger leur santé et leur sécurité. Voilà. Parfait, merci. Fanny, on t'écoute. Bonjour. Donc Fanny Deléage, CEO de La Tannerie Végétale. On est en train d'industrialiser notre premier produit Philly, qui est une alternative au curry-simili, mais végétale, recyclable, biodégradable. Et on est une équipe de 7 personnes, donc on est étape de pré-industrialisation, la première fois qu'on a notre atelier à Villeurbanne ici. Raouf ? Merci, je suis Raouf Medigmag et je suis cofondateur de Recyclelite. Recyclelite a développé une solution de rupture brevetée qui permet de séparer n'importe quel type de matière textile complexe à base de polyester et autre chose. Parce que voilà, il y a une chance sur 2 que vos habits soient à base de polyester et quand c'est le cas, il y a 3 chances sur 4 que ça soit pas que du polyester, que ce soit du polyester élastane, polyester, polyamide, coton, etc. Et dans ce cas, c'est non recyclable et ça alimente les centres d'enfouissement et d'incinération. Notre solution, ça permet de séparer les matières pour pouvoir les recycler. La partie polyester revient à du polyester 100% recyclé, identique au vierge, ce qui peut alimenter toutes les filières textiles, alimentaires, etc. La deuxième matière, elle est récupérée intacte, pure, non dégradée, parce qu'on a un procédé basse énergie, pression atmosphérique, et donc elle peut être co-valorisée. Donc on peut créer 2, 3, 4 boucles circulaires, autant de matières possibles qu'on puisse séparer. Voilà, merci beaucoup. Parfait. Et Philippe, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Donc Philippe Hérault, je suis directeur marketing and sales de Start2Prod Powered by Michelin. Et on accompagne avec le groupe les startups industrielles internes et externes au groupe sur leur phase d'industrialisation et de scale-up, mais également les PME industrielles sur leur phase de recherche de performance industrielle. Parfait. Donc l'idée, c'était de voir, aujourd'hui, commençons un peu pour les aspects négatifs, mais évidemment, il y aura une suite positive. Si on devait récapituler là dans vos... Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui internalisent une partie de la production, d'autres qui l'externalisent. Donc déjà, peut-être de refaire un point sur pourquoi avoir choisi d'internaliser ou d'externaliser telle ou telle partie. Et de façon plus générale, quels sont un peu les quelques grands freins que vous avez pu rencontrer. Elena ? Oui, alors nous, on a industrialisé une centaine d'unités et on l'a fait faire. Hein, c'est pas en interne. On a commencé à le faire un petit peu, donc comme des vrais artisans. Puis là, on s'est rendu compte que c'était pas notre métier et qu'on le faisait pas vraiment bien. De l'assemblage, de l'électronique, tout ça, il y avait quand même des petites coquilles et il y avait de la non-qualité sur le produit. Donc c'était un problème. Donc rapidement, on s'est fait accompagner, nous, par Accendus.
une filiale de EFI Automotive, qui nous a vraiment accompagnés sur tout le début de la pré-industrialisation. Et nous, enfin, notre identité chez Saphir, c'est vraiment de concevoir des technologies, en faire des produits et les vendre. Les produire, c'est pas encore quelque chose qu'on veut avoir en interne. On estime que des gens le font mieux, des industriels. Donc on préfère pour l'instant s'appuyer sur leurs compétences et peut-être à terme on va l'internaliser. C'est ce que nous demandent les fonds, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà. D'accord. Et toi, Fanny, donc au-delà, donc comment tu t'es organisée sur ta production, et puis de façon plus générale, est-ce qu'il y a en dehors de ce sujet d'industrialisation, est-ce qu'il y a d'autres complexités jusqu'à présent que tu as pu rencontrer? Alors déjà, nous, c'est vrai qu'on a totalement internalisé. Tout simplement parce que on a une start-up deep tech, donc en fait c'est beaucoup de R&D, de développement, et donc il nous faut nos propres machines pour, donc c'est une machine de transformation pour trouver les bons paramètres. Ça prend un temps fou, trouver les bons designs d'équipements, etc. Et on peut pas le sous-traiter ça. Ce serait très cher. Une start-up ne peut pas se le permettre et ça prendrait beaucoup de... Enfin, c'est pas possible en fait. Donc internaliser, oui. Et puis les autres problèmes, défis de cette industrialisation, moi je pense que le premier c'est les sous quand même. Parce que ça coûte vraiment très cher. Ça coûte toujours tout de suite plusieurs millions, et en fait plusieurs millions pour une start-up qui doit industrialiser pour faire ses preuves. Et c'est pas facile de montrer à des fonds qu'on a des preuves, des métriques, alors qu'on doit industrialiser pour le faire. C'est une boucle sans fin. Lors de la préparation, on avait aussi évoqué le sujet des compétences. Chez Recyc Elite, comment vous vous êtes organisé par rapport à l'équipe? Est-ce que vous avez internalisé? Est-ce que ça a été simple de recruter? Ou est-ce que vous avez externalisé? Comment ça s'est passé? Alors, chez nous, on s'est rendu compte, vous le savez dès le départ, mais en se mettant dans un sujet de recyclage, nous, notre ambition, c'est de circulariser un circuit aujourd'hui de production de granulés PET qui est linéaire. Donc les gens s'approvisionnent dans le pétrole sourcé. Donc nous, notre but, c'était de faire, donc de ne pas perturber les chaînes d'approvisionnement des futurs industriels, enfin des futurs partenaires industriels, mais de faire de telle sorte à ce que aujourd'hui les monomères qu'ils achètent pour fabriquer le PET ne soient plus puisés dans le pétrole, mais issus d'une boucle de recyclage. Donc ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de travaux de R&D intenses, donc internalisés. On a 4 brevets aujourd'hui. Sur le recrutement, on a eu beaucoup de chance. Bon, moi-même, j'ai un background, je suis professeur de chimie organique et polymère. On a commencé par notre premier alternant qui est devenu notre super technicien R&D aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance de l'avoir. Ensuite, on a recruté un docteur junior. Ensuite, on a été incubé par Pulsalis. On a des super postdocs qui travaillent avec nous pour industrialiser, pour travailler sur l'inversion continue. Donc, c'est en avançant qu'on voit un peu les difficultés et puis la roadmap d'industrialisation. Ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, on est très très content, c'est d'avoir monté toute la chaîne de valeur pour aller au besoin final du client. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, quand on aura une usine, on fera tout seul. Ça n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, pour convaincre un textilien, s'il veut faire son polyester élastane, il voudra le fil. Nous, on a monté toute la chaîne de valeur avec les partenaires qui sont capables de repolymériser, d'extruder, de filer, de texturiser, tout ça. Aujourd'hui, on le fait à l'échelle de quelques kilos. Dans 2 ans, on va pouvoir le faire à l'échelle des tonnes, parce que les industriels ont besoin de tonnes pour être convaincus. Et à l'échelle industrielle, on va laisser chacun faire son métier. Donc plus tard, on est en train de s'associer avec des fabricants d'usines dont c'est le métier. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va les engager avec nous dans un projet de recherche, un gros projet de recherche. Comme ça, on les implique, ils nous aident. Et ensuite, on va passer des contrats de partenariat pour qu'ils construisent les futures unités. Et là, voilà, nous, notre cœur, c'est la formulation chimique. Un peu de procédés, c'est là-dessus où on travaille avec le LAGEP, etc. Et plus tard, voilà, il y aura une intelligence collective qui aura permis de mettre en place une première unité pré-industrielle, ensuite une première usine, et qui sera basée sur toute cette intelligence collective.
Super. Ça me fait deux parfaites transitions. Avant de donner la parole à Philippe, je voudrais rebondir, Elena. Lors de la préparation, tu expliquais qu'au début, vous aviez essayé de mettre en place une collaboration avec des laboratoires de recherche en direct et que ça ne s'était pas forcément très bien passé et que maintenant, vous vous étiez effectivement tourné vers la SAT Pulsalis. Est-ce que tu peux nous faire un petit partage d'expérience ? Oui, donc au tout début, quand on a créé la société avec mon associé, on n'était que tous les deux. On a recruté notre premier ingénieur, donc on était 3, mais c'est tout, pas plus. Et donc rapidement, on s'est dit, bon, bah, on va aller travailler avec des chercheurs pour développer notre technologie au lieu de trop se staffer. De toute façon, on n'avait pas les moyens. Donc on a décidé de traiter avec un laboratoire en direct. On a lancé la collaboration, le programme R&D. On a recruté une personne à travers cette collaboration. Il y a eu un premier problème de recrutement. On manquait d'expérience et de compétences aussi. Et finalement, là, on a découvert ce que c'était de travailler avec des chercheurs quand nous, on n'est pas chercheurs. Mon associé est ingénieur, moi, je suis plutôt business. Et c'est vrai que là, c'était la confrontation des mondes. La recherche fondamentale ou appliquée et le monde des startups, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même temporalité, on ne travaille pas de la même façon. On ne parle pas le même langage. Et donc, qu'est-ce que vous apporte Pulsalis, du coup, aujourd'hui ? Alors voilà, donc ça nous a permis d'avancer quand même, on apprend de nos erreurs et puis ça a débouché sur des choses. Et c'est vrai que maintenant, on veut tester d'autres modèles, et notamment le modèle des SAT et celle de Pulsalis, avec cet intermédiaire où ils vont pouvoir jouer ce rôle de médiateur-là et de bon gestionnaire de projet, je vais dire, nous aider à travailler ensemble. Donc voilà, maintenant, on va lancer une collaboration avec la SAT. Et c'est vrai que ce petit début, ça a été très dur pour nous parce qu'on a pris, je pense, bien 2 ans de retard à cause de ça. Et un peu obligé de sortir une version intermédiaire de produit avant de sortir celle qui répond à 100% aux besoins du marché. Donc voilà. On apprend. Et puis heureusement, il y a des solutions. Donc oui. Effectivement, les SAT, donc il y a aujourd'hui le réseau SAT qui est partenaire de ce village start-up ici à Global Industries. Donc c'est un réseau qu'ils en parleront mieux que nous, mais en gros de transfert de technologies pour accompagner soit les technologies trouvées dans les laboratoires à trouver des entrepreneurs, soit quand on n'a pas commencé dans les laboratoires, comme l'a fait Fanny ou Recyclite, d'après ce que j'en comprends, à trouver des partenaires ou des technologies avec lesquelles s'associer. Et donc, justement, chez Start2Prod et plus largement chez Michelin, je crois que les matériaux, c'est un petit peu votre sujet. Qu'est-ce que vous avez mis en place, notamment, par exemple, au parc Katarou, pour travailler et accompagner les projets, soit internes, soit externes, à travailler sur ce sujet des matériaux ? Oui, alors effectivement, le groupe Michelin est en train de faire évoluer son parc, le parc Katarou, qui se situe en plein centre de Clermont-Ferrand, vers un centre spécialisé sur les matériaux durables. Donc aujourd'hui, sur ce parc Katarou, on va mettre à disposition du foncier, mais également tout ce qui est ressources, on va dire, d'industrialisation pour pouvoir développer, alors effectivement, des sujets axés sur les matériaux durables, mais également dans d'autres filières. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de prendre des projets à la base, au niveau d'un POC, et puis ensuite de l'accompagner jusqu'au montage d'un pilote industriel, et puis ensuite de pouvoir mettre les ressources disponibles pour accompagner dans le déploiement de ces pilotes industriels. Donc c'est un accompagnement à la fois sur la partie chimie matériaux et en même temps sur la partie peut-être avec plus Start2Prod, oui, mécanique. Industrialisation et puis effectivement après recherche de performance industrielle une fois que les pilotes seront installés. Est-ce qu'il y a un exemple concret que vous pouvez présenter, Carbios ou d'autres par exemple ? Alors l'exemple le plus avancé aujourd'hui, c'est l'exemple de Carbios. Alors Carbios est venu s'installer sur le parc Katarou il y a maintenant 2 ou 3 ans. Ce sont les gens de Katarou qui suivent ça de plus près. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est Carbios. Et aujourd'hui, l'idée est vraiment d'aller installer, de proposer cet espace qui est un espace urbain à ces entreprises donc dédiées dans les matériaux durables. Mais voilà, le premier aujourd'hui, c'est Carbios. Il y a beaucoup de start-up dans le domaine notamment aussi de la biotech.
qui viennent sonner à la porte. Et le parc est en phase de transformation actuellement. Donc c'est aujourd'hui le moyen de pouvoir mettre à disposition un outil industriel qui est à la limite développé sur mesure en fonction des besoins que vous auriez. Donc on y trouve quoi? Des bancs de test, des espaces de stockage, des racks? Alors, oui, alors aujourd'hui, le parc est en cours de transformation, donc il pourra être transformé en fonction des projets. On a aujourd'hui des gens, notamment dans le domaine de la biotech, qui souhaiteraient installer des bassins, notamment. On va pouvoir adapter les bâtiments. On a des structures avec des sols qui ont des résistances très correspondant à des outils industriels, et on va pouvoir adapter le foncier aux besoins des startups. Donc, s'il faut mettre des racks, on peut mettre des racks. S'il faut des ponts, il y aura des ponts. Voilà, on saura vraiment adapter cet outil-là aux besoins des entreprises qui viendront nous voir. Et quand on parle d'industrialisation, on parle aussi réglementation. Je crois que certains d'entre vous ont eu quelques enjeux sur le sujet. Par exemple, Fanny, aujourd'hui, toi, ton développement, est-ce que tu as réussi simplement à savoir à quelle réglementation, donc normes, homologation, certification, tu devais répondre? Est-ce qu'une fois que tu avais réussi à répondre à cette question, ça a été simple ou c'est simple de trouver les bons acteurs avec lesquels les mettre en œuvre, et puis à quel coût? Non, aucunement. En fait, on est dans un flou juridique total. Et alors quelle serait, si tu avais une baguette magique, de quoi aurais-tu besoin? Eh bien, on aurait besoin d'être accompagné sur la mise en place de normes à façon, en fait, finalement, pour notre genre de matériaux qu'on fait, notre application. Parce qu'il y a pas mal de réglementations sur les plastiques, les emballages, etc. Mais dans le textile, c'est très cloisonné. Notamment, nous, dans les matériaux souples, on a les cuirs qui sont très, très réglementés avec beaucoup de vérifications de produits chimiques parce qu'il peut y avoir des trucs dangereux dedans. Il y a les simili, et puis en fait, à côté, il n'y a plus rien. Donc oui, être accompagné sur cette partie réglementation-là, ça pourrait être super bien. Toi, Elena, tu nous faisais un retour d'expérience comme quoi vous aviez certifié une première version du produit. Sauf que, on le sait, une start-up, ça fait du design thinking, et donc ça prototype, ça teste, ça reprototype, ça reteste. Et si à chaque fois il faut faire une certif, c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est compliqué et c'est cher. C'est cher parce qu'en plus la certif, on la paye et puis on la passe, et puis si on la rate, on la repaye, quoi. Donc il faut avoir un peu de trésor. Et en effet, pour faire du lean startup, donc essayer de développer avec du hardware, développer des prototypes, les tester, revenir au bureau, au labo, modifier, retourner tester, tout ça sans certifier, parce que c'est pas tout le temps évident. Heureusement, il y a quand même pas mal de clients qui ont joué le rôle de tester des produits qui n'étaient pas certifiés, sachant que nous, on a un produit qui se porte sur le corps, dans l'oreille. Donc, mais en fait, on ne peut pas innover si on n'a pas des partenaires qui acceptent de tester les prototypes. Voilà. Et l'assertif, je pense que c'est un long chemin d'apprentissage. Mais je pense que là où vous avez été malin, en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que vous avez prouvé que vous étiez capable de certifier un produit. Donc, c'est pas la version que vous aviez il y a 6 mois, et celle d'aujourd'hui est complètement différente. Mais en tout cas, je pense que ce qui peut rassurer des clients, c'est de prouver que vous savez faire cette démarche. Vous avez obtenu une première certification. Certes, le produit a évolué, mais généralement, il évolue quand même plutôt dans le bon sens, du point de vue de performance et de sécurité. Mais évidemment, il y a besoin d'avoir des programmes réglementaires qui soient plus souples. Il y a, par exemple, France Expérimentation qui essaye de permettre à des startups qui ont des projets sur lesquels ils veulent tester pendant 1, 2, 3 ans leur technologie, et pour lesquels le droit, à l'heure actuelle, n'est pas forcément ouvert. Et donc, les startups peuvent candidater à ce programme pour en bénéficier et avoir des exceptions. Voilà. Chez Recyclite, comment ça se passe? Très, très bonne question. On est dans un domaine, surtout quand on parle de plastique recyclé à usage alimentaire, c'est très, très contrôlé. Par contre, nous, ce qu'on met en place, alors nous, ou les startups concurrentes ou co-militantes, je préfère les appeler, parce qu'on milite tous pour amener une nouvelle technologie, démocratiser le recyclage chimique. On va amener
de nouvelles impuretés, s'il y en a. Et donc la manière d'analyser le matériau n'est plus la même. Quand vous analysez un PET pétrosourcé ou recyclé mécaniquement, vous cherchez des choses, vous savez ce que vous cherchez parce que vous savez ce que vous voulez éviter. C'est une industrie qui a 50, 60 ans. Aujourd'hui, quand vous analysez du RPET chimiquement recyclé, ça n'est plus les mêmes impuretés puisqu'on retourne à de la matière vierge en fin de compte. Mais il faudra chercher, il faudra faire toute une étude, nouvelle étude, pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas trouver dans les analyses. Ça, d'une part. D'autre part, ce qu'on a compris, c'est qu'il faut harmoniser les réglementations. La France a une réglementation qui n'est pas forcément la même, je ne dis pas plus souple, au contraire, des fois elle est plus exigeante que la réglementation européenne, et en Europe, on n'est pas les seuls, il y a plein de pays qui doivent décider. Donc il faudra à un moment donné un dossier ECHA pour une molécule. Et selon les pays, ça n'est pas la même réglementation. Dans le recyclage, quand vous allez traiter un déchet, dans la certification de traçabilité, ça c'est un gros enjeu et on a besoin vraiment d'être accompagné là-dessus. Parce que sur tout ce qui est certification GRS, aujourd'hui, quand moi je vais vendre à un partenaire, je lui dis ce granulé de PET, il est 100% recyclé. Il ne va pas accepter si je dis, je te jure, c'est recyclé. Il va vouloir une certification, un certificat. Et là-dessus, c'est pas simple. C'est un gros système, basé sur des audits qui coûtent super cher. Et on a besoin de se faire accompagner là-dessus, certes, mais surtout, quand vous allez mettre dans la chaîne de valeur de la traçabilité de ce que vous allez recycler, l'Europe vous impose de dire d'où est-ce que vous avez pris le déchet. Est-ce que le déchet a été pris en Europe ou pas? Ça, c'est très, très, très difficile parce que vous pouvez avoir des déchets qui viennent de Chine, d'Afrique, d'Australie. Et là, c'est un gros enjeu. On a compris que c'est un peu le flou total, même pour les gros industriels et les gros partenaires. Voilà. Donc, il y a aussi, pour info, le guichet Startup industriel de la French Tech qui a été créé récemment pour essayer d'accompagner le plus simplement possible sur ces sujets réglementaires. Il y a un autre guichet dont je viens de manger le nom. Nous, on a été diagnostiqués par la CCI. Il y a la CCI, il y a les CCI, effectivement, proposent aussi un accompagnement, mais il y a une plateforme en ligne, c'est French Tech, c'est pas Tremplin, il y en a un autre que je mange le nom là, je suis désolée, mais vous avez donc, il y a le guichet Startup, la French Tech, et la French Tech a un autre outil dans lequel vous pouvez consulter en fait toutes les institutions publiques, donc l'AFNOR, l'EDRIT, etc. Et c'est une voie simplifiée d'accès aux personnes en charge de l'innovation dans ces organisations pour qu'elles puissent vous aider à mieux comprendre et mettre en œuvre ces enjeux réglementaires. Donc on pourra vous remettre le nom évidemment sur les réseaux sociaux. Un dernier point que je voulais évoquer, c'est sur l'aspect commercial. Parce qu'il y a l'enjeu de la technologie, mais il y a aussi l'enjeu ensuite, parce qu'on a des startups où ceux qui développent sont à la base plutôt des commerciaux, et donc ils cherchent, ils ont des difficultés sur la partie technique. Et puis il y a l'inverse qui existe aussi. On a des créateurs, des ingénieurs qui développent des technologies, puis qui derrière rament un peu sur la partie commerciale. Et donc on a une bonne petite initiative ici avec Saphir qui a lancé les meufs de l'industrie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc en effet, moi, depuis le début de l'entreprise, le business me tenait à cœur quand même. Je ne suis pas ingénieure et j'avais quand même hâte qu'on ait un produit pour essayer d'aller le vendre. Et on a d'ailleurs rapidement décidé de se staffer. Surtout que nous, on est une entreprise industrielle qui vend à l'industrie et les cycles de vente dans l'industrie, c'est un peu long. Donc on s'est rapidement mis au travail et là, on s'est confronté à quelque chose. Quand on est une petite start-up, c'est super compliqué de vendre à des grands comptes industriels. On a beau leur téléphoner, le standard ne passe jamais la bonne personne. Avoir accès à des décideurs dans les grands comptes, c'est super dur, ou ça prend 3 ans. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre porte d'entrée pour aller les voir et leur parler. Et donc, un jour, je vais en usine, je reviens de rendez-vous, je me dis, mais c'est fou, je ne vois jamais de femmes dans l'industrie. Ou bien, elles sont cachées derrière leur machine. Et donc, je dis à mes collègues, ça serait cool de faire des vidéos, de lancer, je sais pas, une page LinkedIn et Instagram, et de mettre en valeur les femmes de l'industrie, déconstruire un petit peu tous les clichés qu'on a sur l'industrie, que c'est dangereux, sale et qu'on peut y mourir. Même si c'est parfois vrai. Même si c'est parfois vrai.
Et donc, on a lancé en fait un média qui s'appelle Les Meufs de l'Industrie. Donc là, on rassemble une communauté de plus de 5000 industriels sur LinkedIn et on publie régulièrement des vidéos de jeunes ou de femmes qui nous racontent leur expérience dans l'industrie, leurs anecdotes. On travaille beaucoup avec la French Fab, le collectif. Et finalement, donc, en plus d'être un média à impact, ça nous permet de rentrer en contact avec les grands comptes parce qu'on les attire différemment et donc ils ont des problématiques de recrutement, ils ont des problématiques pour fidéliser leurs salariés aussi, donc ils ont du mal à communiquer auprès des jeunes, donc nous on leur apporte ça et derrière ça nous permet de leur dire au fait on est aussi une start-up industrielle, on a un produit à vous vendre qui va protéger vos salariés dans les usines et donc grâce aux meufs de l'industrie on arrive à rentrer en contact voilà, avec ArcelorMittal, Siemens, enfin tous les gros de l'industrie qui en auraient pu jamais parler auparavant, quoi. Donc c'est un canal d'acquisition qu'on a inventé pour essayer d'aller mettre le pied dans la porte de tous les industriels. Voilà. Et ça a l'air de bien marcher. Ouais. J'ai retrouvé entre-temps guichet, donc c'est French Tech Central. Donc si vous avez des questions liées à la réglementation, vous avez via French Tech Central accès plus simplement aux personnes en charge de l'innovation dans les différentes organisations publiques qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Le temps passe, je vais vous donner à chacun la parole pour un dernier mot sur ce que serait votre recommandation aux startups industrielles qui seraient voilà, en phase d'industrialisation. Un bon conseil, une bonne pratique, un bon contact. Philippe, on vous écoute. Oui, alors, cette phase-là d'amorçage, d'industrialisation, c'est une phase qu'il est important de ne pas négliger. Il faut savoir qu'au moment de l'industrialisation, tout euro gagné sur le coût de revient industriel de votre produit, c'est 1 euro de marge au moment où vous allez fabriquer vos équipements en série. Donc cette phase, elle est essentielle. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas la négliger, d'investir les moyens nécessaires. Alors je sais que le financement, c'est toujours quelque chose de difficile, mais il faut aller jusqu'au bout de cette phase, la prendre en compte dans votre business plan, bien entendu, et puis surtout vous appuyer sur des professionnels, des gens qui ont une vision globale industrielle, parce que souvent les startups industrielles ont leur vision, mais n'ont peut-être pas forcément la vision globale pour faire passer un produit d'une phase proto à une phase série. Donc, à cette phase-là, il y a 2 maîtres mots, c'est assurer le développement de votre projet et rassurer vos clients, vos actionnaires et vos financeurs. Donc, allez au bout de cet investissement et surtout, appuyez-vous sur des professionnels. Elena. Ça me permet de faire le lien. Moi, je pense que la chose à garder en tête au tout début, c'est d'aller sur le marché le plus tôt possible et de vendre tout ce que vous avez à vendre. Notamment des tests payants, des expérimentations, travailler avec le marché, essayer de créer de l'activité commerciale le plus tôt possible, même si c'est dur quand on est une startup hardware, parce qu'au début on n'a vraiment rien, et, à part des cartes électroniques, nous, et des câbles, c'est ce qu'on a vu au début. Mais en fait, plus on va sur le marché tôt, plus on peut, je pense, mieux travailler sur le produit pour avoir une vraie expérience utilisateur, et plus on a des retours, des partenariats avec des clients. Et c'est derrière ça qu'on peut vendre aux investisseurs, puis pour industrialiser derrière. Aussi parce que quand on se rapproche de structures qui nous aident à industrialiser, la première question qu'ils nous posent, c'est bon, est-ce qu'il va avoir des clients aussi? Est-ce que vous voulez industrialiser? Parce qu'ils prennent un risque aussi avec vous, finalement. C'est ça. Donc ils aiment bien avoir au moins quelques métriques avec qui vous voulez travailler. Donc allez sur le terrain, n'ayez pas peur, essayez de travailler. N'ayez pas honte de votre première version de produit. Surtout ça. Oui, elle n'est pas belle, elle ne fonctionne pas bien, mais il faut aller sur le marché avec. Oui, voilà. Puis ça permet aussi, parce que parfois c'est vrai que ça arrive qu'on voit que les techniciens, ils aiment bien développer le truc à la pointe de la technologie avec le plus de fonctionnalités possibles. Et en fait, une fois confrontés aux clients, au marché, ils se rendent compte qu'ils sont allés beaucoup trop loin par rapport à ce qu'attendaient simplement les consommateurs. Et donc c'est vrai que de vraiment être dans une démarche de design thinking, c'est-à-dire on avance en même temps sur le produit, en même temps sur le marché et on fait des POC. Moi, je le dis parce que j'ai été aussi entrepreneuse industrielle. On avait une machine qui lavait automatiquement sur place des emballages réemployables. La première machine qu'on avait, c'était une coquille vide.
C'est-à-dire qu'on avait la coquille, donc l'extérieur, les gens croyaient que la machine lavait automatiquement sur place. Donc ils pouvaient se servir le verre, se servir l'eau, remettre le verre. Sauf qu'en fait, tous les soirs, c'était moi qui, dans ma baignoire, lavais les verres un par un et les remettais propres le lendemain à la machine. Voilà, la machine à l'intérieur, il n'y avait rien. Mais ça m'a permis de voir est-ce que les consommateurs comprennent la machine, est-ce qu'ils ont envie de l'utiliser, est-ce qu'ils ont un bon retour, est-ce que ça leur fait peur, etc. Et puis on a eu une version 2 où il y avait l'intérieur, par contre celle-là, il ne fallait pas qu'elle sorte de la boîte, sinon elle allait peut-être exploser, prendre feu, on ne savait pas trop. Mais au moins on a validé qu'on savait mettre toute la techno à l'intérieur. Voilà. Et puis il y a eu une version 3 qui là, il y avait à la fois la partie intérieure et extérieure. Et on a effectivement des clients, et ça c'est vraiment une relation partenariale à mettre en œuvre, qui jouent le jeu et qui prennent le risque, parce que c'est un risque quand même, d'accepter de faire entrer le produit chez eux et de le tester. Mais c'est une relation à co-construire. Nous, on se levait à chaque shift, c'est-à-dire à 4 heures du mat. Et à chaque changement de shift, on était là pour offrir le petit-déj, le café à chaque équipe et discuter avec eux, avoir leur retour dans les usines sur comment fonctionne le produit, est-ce qu'ils sont contents, pas contents, qu'est-ce qui ne va pas. Et à la fin, c'était eux les meilleurs ambassadeurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc là, notre premier client, nous à l'époque, c'était la SNCF. Et bien, à la fin, ils avaient porté en interne notre innovation pour gagner le concours interne des innovations. Alors, on n'a pas gagné, on a été finaliste sur les centaines d'innovations SNCF, mais à la fin, ça devient eux qui portent le projet presque en interne. Donc, c'est vraiment une relation à construire qui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais qui derrière est hyper bénéfique. Fanny, quel serait le bon conseil que tu donnerais à Moi, je conclurai sur les compétences. Bien choisir son équipe. J'ai dit on est 7, mais les 4 personnes de la direction, donc j'ai un associé qui vient de la recherche, donc qui donne son avis vraiment temps long et qui dit, bon, attention, cette étape, ça a l'air facile, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc moi qui suis ingénieur et docteur et formée à l'entrepreneuriat, je fais un peu le lien entre tout le monde. Ma directrice industrialisation et innovation, je l'avais choisie parce qu'elle a déjà mis en route des sites industriels. Donc ça, je savais que la phase où on va avoir besoin de se mettre dans nos propres machines, etc., elle allait assurer, et c'est ce qu'elle fait. Et la dernière personne clé, effectivement, c'est celle du marché, qui a plus de 10 ans d'expérience dans le luxe, qui connaît bien le secteur, qui a ses noms, ses contacts chez les grands groupes, etc. Et tout ça, mis ensemble, ça fait que maintenant, on peut être face à toutes les problématiques. On mettra plus ou moins de temps, mais on pourra y arriver, quoi. Et Raouf de chez Recyclite. Merci beaucoup. Beaucoup de choses justes ont été dites. Moi, je compléterai par 2-3 conseils, mais vraiment qu'on a expérimenté et qui se sont avérés, qui s'avèrent toujours d'actualité. Trouvez en quoi vous êtes différenciant, en quoi vous résolvez un pain point. Si vous faites comme les autres, même mieux que les autres, c'est trop tard parce que les autres savent déjà faire. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le premier qui arrive sur le marché qui rafle l'attention de tout le monde et les plus grosses parts de marché. Donc, quand vous résolvez un problème que personne d'autre ne sait faire aussi bien que vous, vous avez votre argument. Là, les gens sont prêts à travailler avec vous, à payer. Quand vous voyez qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de faire un premier chiffrage, un premier devis, ça passe. Bon, vous dites, j'aurais dû demander un tout petit peu plus. La prochaine fois, vous demandez un tout petit peu plus. Donc, ce que disait ma collègue, c'est effectivement, il faut faire rentrer très très tôt un aspect commercial. 5 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas une honte, c'est génial. Parce que faire payer pour une start-up 5 000 ou 10 000 euros, c'est quand même, ça veut dire que les gens sont prêts à payer pour tester votre technologie. Faites-vous accompagner par des advisors, des mentors qui sont issus du monde avec lesquels vous allez travailler. Faites quand même confiance à votre gut feeling. Il y a quand même beaucoup d'intuition dans une start-up. Il faut vous faire confiance. Vous allez recevoir 100 conseils, 95 seront sûrement bons. Vous allez peut-être des fois prendre des décisions qui étaient un peu à contre-courant. Des fois, la plupart du temps, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais vraiment, le gut feeling de l'entrepreneur qui, croyez-moi, c'est comme dans un examen. Vous avez la bonne réponse, vous vous dites non, c'est pas bon, vous la changez. Et au fait, c'est la première qui était bonne. C'est toujours comme ça. Je dis ça à mes enfants, en tout cas. Troisième conseil, c'est l'équipe. Il faut avoir une équipe. Malheureusement, quand on recrute, on ne sait pas.
Mais dès que vous avez la bonne équipe, il faut faire une cohésion, il faut faire de telle sorte à ce que vous soyez un noyau, une espèce de famille. Parce que là, vous êtes vraiment en mode start-up, en tout cas, les gens s'engagent avec vous et travaillent, non pas parce qu'ils doivent travailler, mais parce qu'ils veulent travailler, ils veulent faire plaisir. Se faire plaisir à l'entreprise et faire que l'entreprise porte sa technologie le plus loin possible. Voilà. Et je rebondis sur cette partie compétences. Alors bon, évidemment, au début, on n'a pas d'argent, hein, donc c'est des stagiaires, surtout des alternants. Et moi, enfin, en tout cas, j'ai eu l'expérience. Donc moi, j'ai pas un profil technique et il fallait que je recrute à un moment donné un responsable R&D. Mais je ne savais pas quelle question lui poser en fait dans l'entretien. Comment vérifier que ce qu'il me racontait, c'était pas des... Voilà, et comment valider. Et donc, en fait, moi, j'ai fait un premier entretien pour valider le fit, valider les conditions salariales. Et en fait, j'ai fait appel à un tiers qui a accepté, donc quelqu'un de mon réseau, qui a accepté de faire un entretien avec cette personne pour valider l'aspect technique. Donc, entre techniciens, ils se sont parlé, ils se sont posé des questions, et ça m'a permis de valider que techniquement, ce qui était écrit sur le CV, ce que la personne racontait, c'était effectivement vrai, qu'il savait de quoi il parlait, etc. Et à l'inverse, hein, quand on est plutôt profil technique et qu'on doit recruter un profil plutôt business, pareil, on ne sait pas trop comment challenger cette personne, comment vérifier la véracité de tout ça. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, si on a un petit budget, de faire accompagner par soit son réseau, soit ses advisors. En tout cas, moi, c'était vraiment, en fait, c'est quelqu'un dans mon espace de coworking qui était technicien. Je lui ai dit, s'il te plaît, là, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux lui poser quelques questions? Et il a accepté. Et voilà, c'est aussi ça l'entraide entre entrepreneurs. Et l'avantage aussi d'être géolocalisé dans des lieux communautaires. Nous, on appelle ça des lieux repères de l'industrie, où il y a en fait d'autres entrepreneurs qui sont là, sur d'autres secteurs, hein, parfois rien à voir avec nos activités, mais qui peuvent aussi s'entraider entre chefs d'entreprise. Et donc, plus largement, et pour conclure, c'est ce qu'on fait au sein de l'association Collectif Start-up Industrielle France, qui est une association d'intérêt général qui vise à faire connaître l'existence de ces start-up industrielles qui développent des produits matériels ou des procédés industriels duplicables à grande échelle pour que, entre chefs d'entreprise, ils s'entraident, ils se donnent des contacts, des retours d'expérience. Et puis, on n'a pas que des chefs d'entreprise, on a aussi des sous-traitants, des accompagnants, des gens, des citoyens professionnels, voilà, tout simplement intéressés par cette question de la réindustrialisation, de l'industrialisation et puis plus largement de l'industrie circulaire, parce qu'au-delà de réindustrialiser, il faut aussi que ce soit en cohérence avec les enjeux de transition écologique et sociale. Et donc cette association, elle vise vraiment à pouvoir nourrir ces échanges et faire en sorte que ces startups qu'on avait eu tendance peut-être à délaisser ces dernières années puissent enfin briller et avoir les moyens de se développer pour gagner en souveraineté, améliorer notre impact environnemental et puis développer les justes besoins de technologies adaptées au marché. Donc je remercie vivement nos speakers, donc Philippe, Elena, Fanny et Raouf pour leur temps. Et est-ce qu'on a on a le temps pour une question en 3 minutes, question-réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir, intervenir? N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, nos speakers restent à proximité. Donc, Saphir et Recyclite ont un stand, ainsi qu'également Adoc, Greenbig, et j'en oublie plein qui sont là, qui sont des startups industrielles et qui ont un stand vraiment pour pouvoir répondre à vos questions et vous présenter c'est quoi une startup industrielle. Donc, n'hésitez pas à venir les voir sur le village de startup. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.